Bonsoir, bienvenue à cette discussion. Ça va le casque? Oui. Je crois que tu dois appuyer. Ok, super. Déjà, merci beaucoup pour ce film. Je vais poser quelques questions du coup à Perla. Et la première, c'est peut-être de te présenter et de nous présenter un peu le contexte de réalisation de ce documentaire film. C'est vraiment bizarre. On est tous les deux italiens-italiennes, mais moi je parle très mal anglais. Donc c'est pour ça que personne ne veut entendre ça. Merci beaucoup d'être tous et toutes ici ce soir et merci de m'avoir invité. J'ai commencé à filmer en 2021, à une époque où les dockers étaient en grève. Cela faisait un moment qu'ils luttaient contre l'arrivée d'armes dans le port de Gênes. Plusieurs années déjà. Aujourd'hui, on a l'habitude de parler de la guerre, de parler des armes, de parler de ces arrivées d'armes dans nos ports, mais en 2021, c'était un sujet relativement nouveau. Ce n'était pas vraiment vu comme un vrai problème, en tout cas pas par le grand public. Et ce que ces dockers ont fait, c'est mettre ce sujet sous le feu des projecteurs. Et l'arrivée d'armes dans le port de Gênes, c'est devenu un sujet syndical. Ils ont commencé à s'organiser, ils ont commencé à faire grève au sein de leur syndicat. Ensuite, ils ont changé de syndicat. Et ils ont introduit dans le port un syndicat un peu plus agressif, un peu plus à gauche. Et aujourd'hui, c'est un sujet dont on est habitué à parler. On parle de la guerre, on parle des armes, de l'économie de la guerre. Pour ce qui est de la situation actuelle, bien, maintenant on a pris l'habitude d'entendre parler de ces sujets. À Gênes, bien sûr, en Italie, mais aussi ailleurs en Europe, je crois. Et ces dockers ont vraiment lancé un mouvement. J'ai donc trouvé intéressant de les suivre et d'essayer de comprendre comment ils se sont organisés, le langage qu'ils utilisaient, comment ils ont commencé à créer quelque chose pour lutter contre ce trafic d'armes. C'est d'ailleurs un peu le sujet de la discussion d'après, comment on crée des liens de solidarité, comment on s'organise, comment on crée des relations. Je voulais te demander, ces dockers finissent par adhérer à plusieurs causes. Je ne sais pas si on peut parler d'intersectionnalité, mais on voit qu'ils sont solidaires avec, par exemple, la cause contre les violences faites aux femmes. Comment, selon toi, ces solidarités se sont faites? Alors, évidemment, ce n'était pas leur priorité à l'origine. Ce sont des travailleuses, ce sont des antifascistes, des militants. Mais lorsque quelque chose est survenu à une de leurs camarades, lorsque c'est arrivé à quelqu'un de leur quotidien, finalement, c'est une cause dont ils se sont emparés. Et ça a bien fonctionné parce que c'est peut-être pas quelque chose à quoi on peut s'attendre, mais c'est un sujet de lutte. C'est une lutte qui mérite d'être portée. Et pour moi, c'est un sujet central parce que si on parle d'anti-militarisation, de mouvement anti-guerre, c'est très important de le connecter à la décolonisation des corps parce que les
corps ne doivent pas être conquis. Et c'est un sujet qui m'a semblé important d'inclure dans le film. J'ai eu beaucoup de mal au moment du montage à donner un sens à tout ça, mais finalement, bon, j'espère que les pièces du puzzle vont trouver leur place. Une dernière question sur l'actualité. Donc, l'Italie fasciste vient d'entrer en guerre. Je ne vais pas être mesurée dans mes mots. Donc, notre présidente fasciste a autorisé les États-Unis à se servir des bases militaires qui sont sur notre sol, notamment dans le sud de l'Italie, en Sicile, pour des raisons évidentes de subalternité. Comment ce film, pour toi, résonne avec l'actualité? Est-ce qu'il est le début de quelque chose? Qu'est-ce que, selon toi, va se passer après? Comment tu vis en fait l'apothéose de l'Italie fasciste qu'on est en train d'expérimenter? J'espère que cette lutte va se poursuivre. Je sais que c'est le cas. Un d'entre eux, José, a rejoint le mouvement de la flottille l'hiver dernier. Alors, je ne dirais pas que l'objectif ait changé. Je pense que c'est devenu plus difficile de s'organiser, plus dangereux. C'est plus dangereux de descendre dans la rue, de lutter, de manifester. Parce que ce que tu viens de dire est très vrai. Et il y a des lois qui sont votées, qui facilitent la répression, en Italie, bien sûr, mais ailleurs aussi. Donc, ce qu'on espère, la lutte ne sera pas facile, mais qu'elle continue à être possible. 4 minutes. Je me permets de te remercier vraiment pour ce film, parce que depuis 2022, moi, je me sens très seule en France par rapport à ce qui se passe en Italie. Et donc, j'étais vraiment contente de te rencontrer, de rencontrer des militants et militantes italiennes qui, avec des films comme ça, créent des liens au sein d'un pays où c'est très décourageant. Et j'espère que, en tout cas, on pourra décentrer nos regards, y compris militants, de la France, de la Suisse, de l'Europe du Nord et centrale, pour aller voir ce qui se passe dans les périphéries de l'Europe et comment les populations locales, moi je connais la Sicile, mais ailleurs sans doute aussi, se sont organisées pour contribuer au désarmement, à l'aide aux flottilles. Voilà, je vous invite, je nous invite à décentrer les regards, y compris militants, pour aller voir. Et je trouve que ton film, il fait ça et sans spectacularisme, donc c'est vraiment chouette. Merci. Thank you. Et du coup, oui, tu peux. Je vais inviter donc. Du coup, j'avais invité sur scène Sarah Schulman et Adela Haenel pour la suite de la discussion. Alors, donc, je me présente vite fait. Donc, moi, je suis Constance Pina. Je suis journaliste et auteure. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le média Queer Manifesto 21. Et donc, je suis ce soir ici avec Adèle et Sarah. Alors, Sarah, figure majeure des luttes culturelles et politiques contemporaines, autrice, essayiste, activiste états-unienne, dont les ouvrages nous inspirent profondément, on peut le dire, et notamment autour des thématiques sur la justice sociale, les droits LGBTQIA+, les mobilisations transnationales et en défense du peuple palestinien.
Donc à ses côtés, on a Adèle Haenel, qui est l'une des comédiennes, actrices, activistes françaises les plus marquantes de notre génération, grâce à des rôles forts qui nous ont inspirés, et qui aujourd'hui poursuit son parcours avec Gisèle Vienne au théâtre, et puis avec aussi des pièces à toi, des travaux plus personnels, et bientôt écrivaine d'ailleurs aussi, je crois, tu vas sortir un livre. Ouais, ok. Et donc, Adèle s'est intéressée évidemment à la dénonciation des violences systémiques, des violences faites aux femmes et aux enfants. Et récemment, elle s'est engagée dans une mission à bord de la Global Smooth Flotilla, qui était une mission maritime humanitaire visant à briser le blocus de Gaza pour apporter de l'aide au peuple palestinien. Donc voilà. C'est bon? Merci. Ça va? Est-ce que tu as une feuille au cas où que tu ne sers pas? Non. C'est juste, je me dis si je prends des notes. Ouais, bah écoute, au pire, tu me la donnes après. Oui, ça Tu peux écrire derrière, c'est une facture. Merci. Parce que- Juste au cas où. Ouais, ouais. Merci. Voilà. C'est du papier recyclé. Pardon, merci. Non, t'inquiète. Du coup, on va commencer simple, juste définir ce qu'est pour vous la solidarité. Okay, I was instructed to speak in. Alors moi, on m'a dit de parler en anglais, donc c'est exactement ce que je vais faire. Alors on a tous cette idée de la solidarité qui rend la solidarité impossible. Moi, mon objectif, c'est de faire de la solidarité quelque chose de faisable, en enlevant les idées de perfection et d'héroïsme qui, de toute manière, n'existent pas en soi. Et c'est ce qui nous arrête. Si on peut comprendre la solidarité comme un processus permettant de faire des erreurs, de faire son autocritique, d'écouter, d'essayer encore, eh bien, à ce moment-là, c'est quelque chose que l'on peut tous pratiquer. Adèle? C'est vraiment un grand mot, donc j'aurais peut-être du mal à donner une définition globale. Pour moi, ça revient à prendre ses responsabilités. Et je pense que solidarité, c'est pas un truc à sens unique en fait, c'est plus un échange de pratiques de résistance. Voilà. Et puis la constitution d'un tissu militant qui permette de faire voyager les savoirs de résistance et effectivement éventuellement des pratiques de soutien, que ce soit de l'hébergement financier ou quelles que soient les natures de soutien en fait. Alors, je pense que c'est un concept qui change tout le temps. Si vous réfléchissez au film que l'on vient de voir, il s'agit de solidarité horizontale. Vous avez les ouvriers, le patron, les ouvriers s'unissent. S'ils sont solidaires, ils peuvent s'arroger le pouvoir. Mais le patron, maintenant, c'est un gros conglomérat international. Et donc, cette notion traditionnelle de la solidarité ne suffit plus. Il nous faut établir des relations avec d'autres groupes de personnes. Et si on pense à la Palestine, il y a deux autres groupes. Il y a ceux qui assistent, qui ne sont pas forcément impliqués, mais ils savent qu'il y a vraiment une injustice qui est faite. Et puis, il y a les gens qui sont tiraillés, des gens comme moi, les Américains, les Juifs. Ces crimes sont commis en notre nom et donc on doit s'élever et dire stop. Mais ces rapports, les gens qui sont opprimés, les gens qui y assistent et les gens qui sont tiraillés, bien, les rapports entre eux ne sont pas égalitaires. Ils n'ont pas des positionnements, ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Les relations sont donc tendues et il faut donc comprendre qu'il y aura toujours des erreurs. Moi, je fais des erreurs, j'en fais au quotidien. Et c'est là la nature des rapports qui fondent l'action. La suite de ma question, Sarah, dans ton dernier livre, tu décris la solidarité comme parfois un décalage de rapport de force entre les acteurs, donc un soutien qui est apporté par des personnes en position de pouvoir, voire des perpétrateurs,
vers des victimes. Comment ce rapport de force peut-il se muer en solidarité? Se transformer. To transform. How is that going to transform? Ouais. Then how does it work? Transform into solidarity. Well, I mean, this brings Eh up bien, a very important question. just about ça being m'amène à effective. une question très You know, importante. because we've all been to Comment these demonstrations, être right? efficace? We On a march tous été dans around des in the rain, manifestations, on and then you manifeste go to sous hear la pluie, speakers, and it's still on raining, écoute les and they're discours, on est telling you toujours sous la something you pluie, already know, et and you're saying, les like, gens vous what disent is des this choses que vous gonna savez do? déjà, et on se Because one of demande the à things quoi on the bon. left is that we do things Il y a and une it doesn't chose work, and then qu'on we fait do à it again gauche, exactly the c'est same que way. on fait les choses, ça And we have to fonctionne be pas et on les self-conscious refait. about being Or, il nous faut effective. être So when you bien look conscient qu'il historically at faut avoir un movements, impact. Si vous now, I'm a regardez historian of the AIDS movement, and of course historiquement Adele is les an mouvements, example alors of incredible Adèle a active participé Paris. So we both à 120 battements par minute sur Act Up Paris. AIDS Moi, j'ai history. participé au But mouvement these Act movements Up. that are On a ça en successful commun. Et are ces because mouvements they ont link a réussi demand parce that is qu'ils winnable relient une to the demande action. réaliste à If you l'action. just are doing the action and you don't Si vous have a êtes que dans demand l'action et that's qu'il n'y a winnable, pas de you will demande not go réaliste, anywhere. eh ben vous But if you n'aboutirez have a à demand rien. that's Mais si vous winnable and avez you une link it to your demande qui est action, you réaliste et have que a vous la reliez campaign. à votre action, And then you ça have a crée une purpose behind campagne your et action. ça It doesn't donne mean un you're bien gonna win fondé à votre action. Ça ne veut pas dire que vous allez y right? arriver demain. But you're building Vous an n'allez pas forcément infrastructure for the future. réussir demain, mais vous créez So une I think we infrastructure really need to think pour about l'avenir. being Donc il nous faut effective where we're réfléchir à at. And l'impact since we're all at different de ce places, que right? l'on Because fait. people Et can on en only est be tous where à they're des at, niveaux unfortunately. I différents. wish everyone was Moi, j'aimerais exactly tous where I am qu'on at, soit and I've tous been in sur la même therapy longueur for like 40 d'onde. years Bon, moi, trying to j'ai deal with suivi une that. thérapie But pendant 40 ans people can pour only be where they're at. So essayer leadership d'accepter is cela, d'en helping faire le people be deuil, mais effective on est where tous à des they're niveaux at. différents. Et donc, il And faut it's a different avoir un concept. impact au It's niveau où not on the se old trouve. time, it's not the Le old concept est school différent, c'est Communist Party concept plus where we all have le the concept same de analysis l'ancien parti and we all have communiste to où on a have the tous le same même niveau d'analyse strategy. et on We can doit all have tous avoir la different même analyses, stratégie. On we peut can all avoir have des different analyses différentes, on peut tous avoir des strategies, but we have stratégies to be différentes, effective. mais il nous faut avoir de l'impact. Rebondir sur ça. Je sais pas, parce que moi, en fait, solidarité, peut-être, je sais pas, c'est pas forcément le mot que je vais employer, c'est plutôt résistance, en fait. Donc, je suis désolée, peut-être que je réponds pas directement à la question, mais pour moi, enfin, il y a plein de choses, c'est-à-dire ce que vient de dire Sarah, effectivement, sur avoir un agenda précis avec des points de levier, comme on peut le voir même avec la grève. Enfin, ça, se sont constitués des rapports de force, en fait, et ça me semble absolument nécessaire. Et après, je me demande s'il n'y a pas aussi, enfin voilà, une résistance capillaire qui se fait peut-être sans agenda, mais aussi par ce qu'on pourrait appeler des liens affectifs ou des liens d'amour, en fait, de simple fait de prendre soin ou quoi, qui crée un tissu social. Parce qu'en fait, on parle de solidarité, mais peut-être qu'il faudrait, enfin, il y a un truc de l'ordre de la société, comment dire, de la société enfin, le monde néolibéral ou capitaliste qui détruit en fait les liens. Donc pour moi ce serait cette question de ce que pardon, j'utilise que des grands mots, mais même le fascisme ou quoi, ça détruit les liens, ça détruit la sympathie, l'empathie qu'on peut avoir pour les autres. Et du coup je trouve qu'il y a un travail d'affect aussi, de recoudre ces liens en fait dans le, voilà, c'est ça que je pense. Mais c'est pas exactement le même niveau, je pense. En tout cas, tu as anticipé ma question numéro 11. Donc, Ok. donc la conférence est finie. C'est vite terminé du coup là. Oui, voilà, du coup c'est terminé. Non, en fait, non, ma question c'était exactement ça. C'est une chose qui me semble importante dans l'Europe ultralibérale macroniste ou l'Europe fasciste de Meloni. Ce sont quand même des gouvernements qui criminalisent, comme on l'a vu dans le film, la solidarité, et aussi avec les politiques néolibérales dans lesquelles on est prise, qui brisent, comme tu dis, les liens. Et comment on entretient du coup une communauté? Tu as parlé d'amour, d'amitié. Ouais, pardon, c'est un peu large quand je dis ça. C'est Non, vite fait, moi ça me parle de ouf. Donc franchement, vas-y. Vraiment, je voudrais savoir concrètement pour vous, comment on entretient une communauté, comment on crée des liens qui libèrent, pour faire référence à une maison d'édition française. Mais comment, selon vous, on peut réparer ces liens?
Ouais, c'est quand même une question, c'est vaste, quoi, mais je sais pas. En fait, après, moi, j'ai pas envie de dire c'est mon expérience à moi, mais je sais pas si on voit, par exemple, les cantines, solidaires en Amérique du Sud. Et puis aussi je sais pas, c'est trop compliqué pour moi, trop vaste comme question. Peut-être des actions concrètes qu'on peut mener dans notre communauté tous les jours, dans des gestes qui nous rapprochent les uns des autres. Dans ton livre, Sarah, tu citais cette personne qui est devenue incel parce que il se sentait exclu de la communauté. Et voilà, donc peut-être si tu veux réagir sur Des ça. choses concrètes, tu veux. Okay. I think one thing is this is a good. Eh bien, Let me say, we're living in fascist je dirais cataclysm, and I qu'on come from vit un fascist cataclysme America, but fasciste. Je socialist New viens York, de thank God, l'Amérique and I have a fasciste, great mais new de mayor, New right? York qui est socialiste. But I mean, On vient America d'élire is un super completely nouveau crazy maire. right now. Mais I mean, les it's États-Unis totally sont insane. complètement fous It's à 2 l'heure + 2 actuelle. = 5. We're being lied to all the On est time. proche du 2 + 2 = 5. On nous ment As I was telling my friends constamment. Et earlier, comme the je le disais à government mes is coming amis into museums récemment, and les removing gouvernements exhibits vont dans because les they think there's musées too much pour y discussion of retirer les slavery. expositions qui It's about parlent white trop men who think they're d'esclavage. being Il s'agit d'hommes discriminated blancs against. qui ont I mean, l'impression de it's faire l'objet de crazy. It's discrimination. crazy C'est land. complètement dingue. But C'est un pays qui est devenu complètement fou. Mais d'un point de vue politique, lorsqu'on analyse les choses, cela veut dire que chaque milieu est en train d'être attaqué. Chaque groupe de personnes est en train d'être attaqué. Et donc, si vous essayez de construire un mouvement, il faut bien comprendre que les gens sont différents, qu'ils vivent les choses qui se passent de manière différente. Il faut donc une démocratie radicale. Il faut donc accepter la différence. Chacun a une expérience différente. Et il n'y a que ça qui va nous permettre de recréer le lien entre chacun. Prenez par exemple l'Église catholique. C'est l'un de mes ennemis très personnels. On a un nouveau pape, il déteste les homos, il déteste les femmes, ce genre de choses. Mais au niveau immigration, il est top. Et donc, à Chicago, les prêtres s'élèvent contre ICE et ils se font même arrêter. Et je me dis, OK, je suis d'accord avec eux là-dessus, mais si on n'est pas d'accord sur un autre point, je me retire. Et donc, la pureté de la politique, l'idée qu'on peut être d'accord avec les gens sur tout, c'est plus le cas. On n'en est plus là. Et donc, les communautés potentielles résident dans tout le monde, mais il faut être souple. C'est comme s'il s'agissait pour nous de devenir adultes et d'accepter les différences pour pouvoir être plus forts ensemble. J'ai toujours l'impression d'être un peu off-beat comme ça, mais oui. Vas-y. Non, je sais. Je sais pas, après moi je peux parler de mon expérience personnelle, ce sera peut-être plus simple que directement parler de généralité ou quoi. Moi je suis interprète, comme tu l'as dit, je fais aussi de la mise en scène. Pour moi il y a un travail artistique aussi, à produire de la lisibilité en fait sur ce qui est en train de se passer sur les conflits et sur les rapports de force. Et je dirais, avant de parler de solidarité, c'est peut-être de comprendre aussi quels sont les mécanismes qui diffractent la population, qu'est-ce qui crée un nous, qu'est-ce qui crée un eux, quels sont ces mécanismes-là, en fait. Donc d'essayer de les comprendre et de remonter à rebours de l'embrouille, en fait, tout simplement. Oui, et oui. Merci beaucoup. C'est vraiment une question centrale de l'œuvre de Sarah aussi, qui dialogue bien avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la connivence, le fait de ne pas agir lorsqu'il y a une situation d'injustice. Dans ton œuvre, Sarah, tu parles beaucoup du fait que le premier acte de solidarité, c'est justement d'assumer sa responsabilité et d'intervenir quand on voit des personnes en danger, mises en danger. Et voilà, si tu veux développer sur cet aspect de la connivence que tu développes notamment dans les liens qui empêchent. Donc, quand un groupe se soude contre quelqu'un, et voilà, le devoir d'intervenir peut-être. Il y a tellement de boucs émissaires en ce moment que l'on peut choisir. Mon gouvernement a déporté
dizaines de milliers de personnes, je ne sais même pas combien ni où ils sont envoyés. Ce que le gouvernement nous dit n'est que mensonge. Ils ont viré des milliers de personnes. Il y a des nouvelles lois sur les personnes trans partout. Il y a des lois, toutes les lois qui visaient à lutter contre le racisme sont maintenant illégales. Donc, tout s'effondre. Je pense que c'est le bon moment de rejoindre des organisations déjà existantes. Alors, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout ce qu'ils disent. L'idée, c'est de créer un tissu de relations humaines. Et si vous détestez tout le monde et que vous ne pouvez rejoindre aucune organisation, alors, eh bien, trouvez une personne qui vous convient et lisez le journal ensemble. Parce qu'on est seul, on se sent seul. On a passé des années en ligne, seuls, comme des idiots. Et depuis le Covid, eh bien, on manque de communauté. Alors, on a besoin de se retrouver, de savoir comment les gens se sentent et puis de faire émerger des idées ensemble. Et pour ça, on a besoin de créer des structures, un tissu social. On a besoin de recréer des communautés parce que lorsqu'on devient militante, eh bien, on crée de merveilleuses relations qui durent toute la vie. Les gens qui étaient dans ACT UP, alors maintenant, on a 70, 80 ans, mais on se dispute encore. Mais il faut rester soudés, même si on se dispute. C'est comme ça qu'on crée un monde meilleur. C'est un véritable enrichissement lorsqu'on travaille avec d'autres. Adèle, toi aussi, dans le milieu culturel, dans le milieu du cinéma, tu as brisé des silences. Tu t'es opposé en quelque sorte pas en quelque sorte, tu t'es carrément opposé à un système où il y avait beaucoup de connivence. Est-ce que tu veux nous parler un peu, sans entrer si tu n'as pas envie dans ton expérience personnelle, mais en tout cas de la responsabilité du soutien que tu as pu recevoir ou pas, et de qu'est-ce que ça implique de briser le silence. En fait, je peux pas parler des choses de manière extérieure parce que moi, c'est comme si c'est ma vie en fait. J'avais pas le choix dans le sens de. Donc, pardon, je dois l'expliquer quand même. C'est-à-dire, moi, je me suis impliquée dans le mouvement qui s'appelle MeToo, du coup, en France. Et en fait, c'est juste que ça devient insupportable d'un point de vue personnel, en fait, de vivre sous ce silence et toutes ces conséquences dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi. Tu dis briser le silence, moi, j'ai pas envie de me dire... pour moi, je fais partie d'une ligne, en fait. Il y a des gens avant moi qui ont rendu ma parole possible et j'ai juste fait mon action sur cette ligne-là, en fait. C'est pour ça, moi, sur mon parcours par rapport à la solidarité, je dirais c'est que la première chose, c'est que j'ai arrêté, moi, de collaborer contre moi-même à ce système qui m'étouffait, quoi, le système donc basé sur le patriarcal, basé sur les violences sexuelles, notamment les violences sexuelles sur les enfants. Et en fait, en sortant du déni et de tout ce que ça implique, en fait, comment dire, ta propre structure familiale repose sur le déni. Les gens qui sont le plus proches de toi, ça repose sur le déni. T'as ton lien avec eux, ça repose sur le déni. En fait, une fois que ça s'effondre, ce déni qui, jusqu'à présent, c'était insupportable pour moi de voir parce que c'était trop dur, bah, ça devient, tout d'un coup, tu peux faire le tour de ton déni et tu dis, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une partie du déni? C'est parce que c'est plus confortable de pas voir. Et en fait, quand tu commences à refuser de te faire toi-même déshumaniser, bah, tu vois pas pourquoi tu le laisserais, enfin, comment dire, tu continues le travail, en fait, dans le fait de refuser toute forme de déshumanisation, quelles que soient de chosification, il faudrait plus dire, d'ailleurs, quels que soient les motifs avancés, en fait. Et c'est comme ça que, pour moi, la solidarité est venue dans ma vie. C'est pas que j'ai voulu aider les autres, c'est que je voyais pas d'autre manière de vivre, en fait. C'est-à-dire que moi, en vrai, j'ai été jetée en avant parce que j'allais dans le silence dans lequel j'étais ou quoi, j'ai l'impression que j'allais mourir, en fait. Mais j'ai pas envie de mettre genre le truc à ce niveau de drama, mais c'est juste pour dire que mon moteur, à la base, il est pas intellectuel. Il est genre, c'est un moteur de genre, il faut que je vive. Et du coup, j'essaie de faire en sorte de sortir moi d'un système de silence
Et en cela, après, sur le chemin, j'ai rencontré des camarades, en fait, qui m'ont ouvert les yeux sur d'autres types de silence, en fait. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que pour moi, la solidarité, c'est une expérience qui s'est faite aussi par les liens. C'est pour ça que je parlais d'amour. Et c'est vrai que ça peut sembler un peu genre hors sol. Mais en fait, moi, si j'en suis arrivée à m'éduquer sur des questions, notamment même sur la Palestine, sur l'ordre colonial, sur l'apartheid mondial, sur la question des grèves et tout, mais c'est parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont éduquée et que j'ai rejoint leur lutte, en fait. Donc, pour moi, c'est une pratique de vie, en fait, la solidarité et la résistance. But you know, Adele, you are so rare. I mean, C'est you are tellement so rare, few people tellement rare de who rencontrer speak out quelqu'un comme against the vous. monster of Il y a the machine. tellement peu de gens qui ont le courage de s'exprimer et contre la machine culturelle. Il y a tellement, surtout à votre niveau de talent, c'est tellement rare. Souvent, on entend, oh, ce livre est formidable, on le lit, puis on se rend compte que c'est une bouse. On nous dit d'aller voir ce film, et puis on se rend compte que mais les valeurs sont catastrophiques. Et on passe notre temps à prétendre que la culture a de bonnes valeurs. On se rend compte qu'elle est souvent antidémocratique. Et là, vous prenez la parole Je voulais juste dire, à ce sujet, c'est vraiment très important. Mais c'est juste, je me dis par rapport à moi aussi, la question de la résistance. Parce que je suis désolée, en fait, j'amène ça sur ce sujet-là et je pense que ça fait partie, en fait, de Bien sûr, la chose. bien sûr. Franchement, on est en discussion. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce que je peux parler de mon expérience et après, chaque personne de savoir si c'est transposable ou pas dans votre existence, c'est pas moi qui vais le dire, mais en gros, ce qui m'a étonnée, c'est le niveau d'agentivité que j'avais, en fait. C'est-à-dire qu'en vrai, j'avais peur au début quand j'ai pris la parole, j'ai cru que j'allais. J'avais vraiment l'impression, j'ai cru que j'allais exploser, quoi. Quand la première fois, t'arrives en live et on te dit, bon, alors, et tu parles des agressions sexuelles, c'est comme il y a un avant, un après, enfin, je sais pas, c'est terminé, en fait. Mais c'est pas le cas. Et en fait, après, j'ai commencé à prendre goût à cette sensation d'alignement, en fait. Et c'est pour ça que après, dans mon parcours, parce que moi, du coup, j'ai parlé donc de la question des violences sexuelles à la première personne. Après, j'ai aussi j'ai eu un deuxième moment dans le sens où, quand il y a eu la cérémonie des Césars, où je suis partie. Mais en fait, c'est juste un geste, c'est pas grand-chose. C'est rien, mais en fait, on y prend goût à la droiture. Et en vrai, de près, je sais pas, il y a un truc où c'est comme si tous ces gens qui étaient hyper puissants dans l'ombre, je sais pas comment dire, dans un truc en fait, tout d'un coup, quand on les confronte, mais ils ont un corps, en fait. Et les mains par lesquelles ils m'attrapent, moi aussi, je peux les attraper par là où ils m'attrapent, en fait. Merci. Franchement, merci beaucoup. Et ça que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qu'on essaie de dire, là où on se rejoint, je pense, c'est qu'en fait, on fait un essai de faire un speech où on n'est pas juste en train de dire « Ah, notre savoir, c'est ça ». En fait, on est en train de dire « Là, c'est maintenant, le fascisme, c'est maintenant, en fait ». Donc, quel est notre niveau d'agentivité ? Sarah va dire « Organisez-vous, allez, rejoignez 4 personnes et dites-vous, vous, votre protection, c'est la question de l'eau, par exemple ». Moi aussi, c'est pareil, en fait. Je dis, en fait, il y a un endroit de puissance qui se découvre dans le militantisme. Je suis désolée, parce que je donne pas de leçons. Je pense qu'il y a plein de personnes qui en font déjà l'expérience. Mais c'est cette contagion du courage, en fait, qu'on peut voir même dans des manifestations, qu'on a pu voir, dans des démonstrations même en Iran ou partout, en fait. Cette contagion qui nous rend tellement puissants en tant que corps collectif, en fait. Et c'est ça pour ça qu'on est là ce soir, en fait. On n'est pas là pour parler de ce qu'on a fait, on est là pour faire ce qu'on va faire après, là, tous ensemble. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, je précise que quand on parle d'amour, de soins, en tout cas pour moi, mais je pense pour beaucoup de personnes ici, dont Sarah, c'est pas du tout des notions abstraites. Enfin, pour moi, c'est des notions déjà sur lesquelles moi personnellement je travaille depuis vraiment longtemps et qui on m'a reproché souvent de m'intéresser à ces questions parce que trop abstraites. Donc franchement, je comprends vraiment l'importance de ces mots et je te remercie pour ce que tu viens de dire sur l'agentivité qu'on peut déployer et le courage qu'on peut trouver en soi de parler. Donc ça. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait,
on parle, enfin, après encore une fois, ça dépend des situations des personnes, mais toujours, enfin, moi, je suis toujours un peu aux prises en train de dire, ah, mais vous avez payé cher votre engagement. Ben, c'est vrai, j'ai payé, entre guillemets, payé cher, parce que ça veut dire dans mon cas, mais en gros, le manque à gagner, il est que genre, voilà, j'ai dit stop à cette carrière, tout ce que ça implique en termes d'argent, etc. Mais en fait, c'est tellement immense qu'on gagne en droiture. Ça a rien à voir. C'est-à-dire, moi, enfin, à la fin de ma vie, je me dis juste, j'ai vécu ma vie, en fait. J'ai pas juste, je me suis pas juste tue dans les moments où il fallait opportunément pour ma carrière me taire, en fait. Et ça rend tellement fière de vivre, en fait. Ça donne tellement de force, en fait. Sarah, je voulais aller du coup sur l'enjeu qui vous unit aussi, qui nous unit tous, qui est l'enjeu de la lutte pour la Palestine. Pourquoi, selon toi, selon vous, ce mouvement est si queer aujourd'hui? Why is the Palestine movement so queer? Is that the question? Pourquoi est-ce que le mouvement pro-Palestine est si queer? C'est ça la question? J'ai beaucoup de réflexions à ce sujet. Oui, moi aussi, dit Adèle. Well, one thing is that Eh bien, I have this new book that's coming out in France j'ai in un September nouveau livre about qui va être publié solidarity, and I en have septembre en France à propos de la solidarité et je parle de Jean Genet et de la Palestine dans un des chapitres. Jean Genet, c'était le premier militant queer ouvertement pro-Palestine. Tout le monde savait qu'il était homo et les gens l'appréciaient en tant qu'ami. Lorsque je me suis lancée dans ce mouvement il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'ils accueillaient tout le monde à bras ouverts. C'était absolument incroyable. Bien souvent, nos propres sociétés nous remettent à nos places. Mais là, en fait, ils s'en fichaient complètement. Il y avait tant de gens queer et de gens trans qui étaient accueillis à bras ouverts par ce mouvement. Et puis, il y a autre chose. Un certain nombre des organisations les plus importantes de solidarité avec la Palestine aux États-Unis ont été lancées par des gens gays. Jewish Voices for Peace, une organisation qui a 40 ans, a été lancée pour pas mal de lesbiennes et certaines femmes hétéros. On a maintenant près de 30 000 membres. C'est une organisation juive antisioniste qui est en faveur du boycott d'Israël. C'est absolument incroyable. Et donc, dès le début, vous aviez des homos partout. Et ces homos étaient accueillis à bras ouverts par le mouvement pro-palestinien. Lorsque j'étais conseillère aux études pour des étudiants, je travaillais avec des groupes religieux. Ils me demandaient d'être leur conseiller. Les musulmans me demandaient d'être leur conseillère, peu importe que je sois juive. Ce qui leur importait, c'était ma vision de la liberté. Et si on accueille les gens, ils viennent et ils restent. Et ça en est la preuve. Moi, je prendrais la chose d'un autre point de vue, en fait. Je parlerai pas tant des queers que des hétéros. Et en fait, l'hétérosexualité, c'est un système politique, en fait, de naturalisation, enfin de construction de la binarité de genre, de sa naturalisation et puis de sa structure. Donc, je sais pas, c'est un système politique, en fait, qui a aussi sa propre manière de produire une forme, d'hégémonie, c'est-à-dire en fait de langage embrouillant au sens de maintenir son système, de faire comme si c'était un système qui était naturel, alors qu'en fait, c'est un système qui est construit dans le but d'organiser en fait l'extraction de richesse d'un groupe sur un autre, si on veut. En ce sens, c'est pas tant que je pense que le fait d'être dans une hétérosexualité politique entrave la pensée pour la justice. Voilà. Also, I just made an error. Remember I said you make mistakes Bon, every day. vous vous souvenez, j'ai dit que je faisais tout le temps des fautes, des erreurs, et je viens d'en faire une autre. Il y a le mouvement arabe queer, l'émergence d'un mouvement queer palestinien. En 2011, j'ai organisé une tournée américaine pour 3 leaders de ce mouvement qui sont venus aux États-Unis et qui se sont rendus dans 7 villes différentes. On voit des mouvements arabes queer un petit peu partout et au Liban, avant même l'écrasement actuel du Liban que l'on voit aux mains d'Israël,
Mais le monde arabe queer a évolué de sa propre manière via la diaspora et chez eux, ça a rendu cela possible que les gens queer puissent se mobiliser dans ce genre de mouvement. Oui, merci pour le commentaire. Mais c'est aussi parce que, effectivement, les communautés lesbiennes, en l'occurrence, après, moi, je parle d'un territoire situé. J'habite à Paris, je suis milite en premier lieu à Paris. C'est des communautés d'éducation, en fait, où justement, il y a des conflits, les questions sont soulevées et du coup, on s'éduque. Donc, je pense qu'il y a aussi cette dynamique collective de la communauté qui amène à peut-être se politiser plus en lutte contre le système colonial, en fait. Oui. La colonialité en général. Oui. Oui, c'est comme s'il y avait un continuum de stratégies qui sont transmises d'une lutte à l'autre. Donc c'est ça, mais c'est même un contexte de discussion, de confrontation, de réflexion. En fait, le milieu dans lequel on est qui nous amène à nous questionner. Là, moi, j'étais à la marche du 8 mars et du 7 à Paris. Et en fait, il y avait aussi des mouvements qui sont des mouvements, en fait, de fémonationalisme, quoi. Ça a été la marche, elle a été coupée en deux, en fait. On a le mouvement féministe de manière générale, la grande partie du mouvement féministe a refusé la présence, en fait, des mouvements fémonationalistes et du sionisme. Pardon. Je voulais dire un truc, mais laissez-moi un instant. Je continue ou tu... Ok, comme tu veux. Tu me dis quand ça te revient. On a parlé de communautés queer, de communautés transféministes. Une question qui, à mon avis, on s'est posée un peu tous dans nos expériences militantes, c'est la question de la gestion du conflit au sein d'un même mouvement. Il y a aussi plusieurs livres qui sont sortis ou des ouvrages ou des prises de parole sur le burn-out militant ou sur comment résoudre le conflit en milieu militant. Et je voulais un peu savoir comment pensez-vous que le conflit en milieu militant pouvait nous enrichir et comment le gérer, comment il peut nous aider aussi à porter des mouvements plus grands que nous. Bon, je crois qu'on a dépassé ce moment. Oui. J'ai écrit un livre sur les conflits. Moi, personnellement, j'adore les conflits. Je suis plutôt quelqu'un d'assez agressif. Mais il ne s'agit plus seulement de la gauche. Toutes les communautés sont en train d'être attaquées et il nous faut apprendre à vivre avec la différence. C'est la plus grande gageure pour nous. On est coincé avec la suprématie blanche, cette perspective coloniale. On limite dans tous les segments de nos vies et les gens qui pensent différemment de nous, on a tendance à les condamner. Or, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus. C'est devenu trop important. On a l'alliance des oligarques, des fascistes. Ils ont uni leurs forces et ce sont eux qui sont au pouvoir. Donc, peu importe ce qu'est votre analyse à ce stade. Il s'agit de tisser des relations et de voir ce que l'on peut faire de très concret. Je fais partie d'un jury. J'ai fait partie d'un jury à ce festival. J'y ai été invitée. Et la première chose que je voulais savoir, c'était est-ce que le festival montre des films financés par de l'argent israélien? Non, ça n'est pas le cas, raison pour laquelle je suis là. Mais si la réponse avait été oui, je ne serais pas là. Et donc, chaque chose que l'on fait, chaque relation que l'on établit, que l'on tisse, eh bien, à chaque moment, il faut que vous fassiez ce qui a le plus d'impact pour vous. La seule chose que vous puissiez contrôler, c'est sa propre intégrité. Ça, je tiens à le dire. Donc, ne la bradez pas. J'ai envie d'aborder la question un peu différemment, au sens où, sur la question de la gestion des conflits et tout, je suis pas forcément une experte
Je me qualifierais pas d'expert en tout cas. Mais en revanche, je trouve que c'est intéressant de se dire dans le milieu militant que c'est plutôt quelles sont les structures de conflictualité en fait, et de comprendre les positionnements situés des différentes personnes. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que pour moi, le conflit flotte pas dans l'air parce que, enfin, il y a éventuellement parce qu'on est ce jour-là on est mal luné ou quoi, mais c'est aussi ça suit des lignes de domination qui sont potentiellement invisibilisées, et en ce sens je trouve que c'est extrêmement sain dans les milieux militants qu'il y ait du conflit, parce que oui en fait on est aveugle à sa propre domination souvent en fait, on se rend pas compte qu'on reproduit et tout, donc pour moi ce conflit, après voilà on parle de deux choses presque différentes là, mais c'est l'éducation en fait, c'est l'éducation à ses propres limites, à son point de vue situé, et je trouve ça important en fait. Et pour moi, il y a un grand mouvement là face à, justement, on en parlait sur le film de Raoul Peck qui s'appelle, que je vous invite évidemment à voir, qui s'appelle Orwell 2+2=5. Vraiment extrêmement bon film. Et en fait, il parle de la manière dont en fait le néolibéralisme invente une nouvelle langue en fait dont le but est de produire des concepts qui rendent le monde incompréhensible. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a un travail militant d'artistes militants et activistes militants de manière générale qui est rendre le monde compréhensible. Et rendre le monde compréhensible, c'est aussi faire émerger à la surface des conflits qui ont été recouverts par une couche de narratifs mensongers, hégémoniques, dans le but de maintenir un système oppressif et de le faire passer pour la nature ou pour le bien de tout le monde. Donc moi, personnellement, je suis plus pour qu'on amène les conflits à la surface. Je trouve ça plus sain pour ensuite pouvoir... Ça ne veut pas dire qu'après, on ne doit pas gérer ces choses-là. Mais le premier mouvement, c'est le mouvement de clarté, en fait. Le mouvement de clarification. L'histoire avance par conflit. Merci beaucoup. C'est pas mon rôle ce soir, mais je souscris à ce que tu dis. Et oui, pardon. Non, je voulais juste te dire aussi, on a toujours la sensation qu'on est en train de perdre. Et c'est vrai que là, en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit un triomphe pour notre camp politique. Mais je veux dire, en fait, on ne sait pas ce que ça aurait pu être si on n'avait pas lutté, en fait. Enfin, je veux dire, on est dans ce futur qui a été créé par nos propres luttes. Et comme on n'a pas atteint l'objectif qui était effectivement la fin du capitalisme, du patriarcat et de tout le système colonial mondial, bon, on a l'impression que ça servait à rien. Mais on n'en sait rien, en fait. Parce qu'eux, ils n'ont jamais vraiment gagné, hein. Et ils n'ont toujours pas gagné. Et ce narratif qui consiste à dire qu'ils ont gagné, c'est de l'usure mentale aussi, hein. Donc faut essayer de retrouver son agentivité. C'est en ça que je trouve que c'est super d'avoir un pragmatisme militant, activiste. Et quand tu parlais de la fatigue militante, c'est hyper important aussi de savoir en fait d'avoir un pragmatisme qui lie la gestion de ta propre fatigue dans l'activisme. Voilà. Sarah, est-ce que tu veux rebondir? Ok, on a encore 5 minutes. Du coup, je me permets encore une question pour Sarah et Adèle. Et c'est ça, hein. Je suis pas en train de... Ouais, ok. Vous me dites. Ah, ok, Robin me fait signe que c'est ok. Donc, on a l'impression d'assister à un backlash de toutes nos luttes qu'on a portées ces dernières années. Donc, parfois, on peut se poser la question, comme tu l'as évoqué, Adèle, sommes-nous en train d'échouer? Est-ce que nos luttes ont échoué? Ou est-ce que plutôt ce backlash est aussi le synonyme, justement, aussi le symptôme que ces luttes sont en train de réussir à des endroits? Qu'en fait, elles ont percé des problèmes qu'elles ont, voilà. Comment vous vivez ce moment? You want to say that because we were winning, that's why they're crushing us? Ce que tu dis, c'est qu'ils essayent de nous écraser parce qu'on gagne? Est-ce que c'est pas normal qu'il y ait un backlash? Est-ce que dans ton expérience, par exemple, sur les luttes que tu as menées avant, est-ce qu'il y a un moment de backlash où en fait après, on connaît une nouvelle liberté légère? Je pense qu'on va jamais revenir en arrière. Vous pensez que les queers vont retourner dans le placard? Ça va jamais arriver. Aux États-Unis, on a la moitié des femmes américaines ont perdu le droit à l'avortement. C'est de la folie.
So many people are fighting against this. Like Et now we have, il y a tellement de gens qui se battent contre tout ça. Il y a l'avortement médicamenteux. Ça, maintenant, c'est quelque chose qu'on peut recevoir par la poste. Et les gens s'organisent. Si vous êtes au Texas, vous avez besoin d'avorter. Il y a des gens à New York qui financent des fonds pour qu'on puisse vous mettre dans un avion, pour que vous puissiez aller à New York. Les gens, vous savez, les gens ne sont pas bêtes. On n'est pas bêtes. Et les gens sont intègres. Alors, on trouve des manières détournées. Et ces mentalités, ces acquis ne vont pas disparaître. Vous pensez quoi, que les personnes noires vont accepter qu'on ne parle plus de l'esclavage? C'est un des fondements de l'économie américaine. Et on en parlerait plus simplement parce que Donald Trump ne veut pas qu'on en parle. Il y a énormément de brutalité, de cruauté. On a des abrutis dans les rues de nos villes qui arrêtent des gens, ICE. Vous les voyez, on peut les voir et c'est irréel. Les gens ne vont pas accepter ça. On n'a pas le pouvoir de le faire aujourd'hui. Vous avez peut-être vu à Minneapolis 30 000 personnes blanches, vous savez, des bons citoyens américains tout à fait normaux, qui sont descendus dans la rue pour dire non à tout ça. Alors, je ne pense pas que les gens vont se taire ou abandonner le combat. Vraiment pas. Ma question, c'est est-ce que la radicalisation de l'extrême droite est ainsi... Genre, est-ce que c'est de notre faute s'ils sont devenus des fachos, quoi? Non. Ah bon, ils étaient Non. grave queer. Non, On allait trop loin, quoi. ça me rappelle des meufs qui ont mal prié. Mais... Non, je pense que, en fait, le fait est que, après, c'est moi, ma manière de penser, je sais pas, mais moi, j'ai l'impression que, en fait, ce qui s'est passé, déjà, moi, j'appellerais pas ça backlash, j'appellerais ça offensive fasciste globalisée. Je pense que la violence et la cruauté a toujours été au cœur du projet, sauf qu'en fait, elle était invisibilisée dans une forme de norme, de normalisation, en fait. Et ce qui se passe dans la lutte, c'est qu'à partir du moment où, en fait, les personnes qui sont opprimées, entrent où la lutte devient effective, la répression devient nécessaire, en fait, de l'autre côté. Mais c'est pas nous qui avons inventé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas à ce moment-là que la violence a été inventée. En fait, elle est devenue manifeste à ce moment-là. Oui, c'était vraiment cette question-là oui, je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, c'est est-ce que l'offensive fasciste, est en train de devenir encore plus radicale, mais que du coup, c'est aussi un synonyme du fait que nos luttes ont été efficaces à des endroits, quoi. Par exemple, en Italie, avec celle qu'on appelle la désobéissance civile, le gouvernement Meloni est en train de renforcer les lois pour réprimer la population. Donc, voilà, il y a des luttes qui avancent, des répressions qui avancent aussi, mais comme vous disiez, en fait, ces acquis ne vont pas forcément reculer, en gros. C'est un peu ce que je voulais voir avec vous, quoi. Ouais. J'espère pas. Enfin, faut se battre, quoi, pour pas que ça recule. Enfin, c'est juste pas écrit, en fait. Ils ont pas gagné. Là, on a vraiment un moment de dépression et qui nous pousse à l'inaction. Mais ça fait partie de la lutte. C'est un outil de lutte de nous dire que c'est fini, en fait, que ça sert à rien. C'est un outil de domestication, en fait. Donc c'est sûr que c'est difficile de s'y arracher quand on est dans le constat de tout ce qu'on voit, la cruauté qu'on voit se manifester, presque être revendiqué aujourd'hui, enfin même pas presque, être revendiqué aujourd'hui comme un art de vivre, en fait. C'est dur de s'arracher et de se dire, en fait, ça fait partie du narratif pour nous rendre gouvernables, en fait. Et qu'effectivement, face à ça, il y a les grandes idées et puis il y a le pragmatisme, en fait. Combien j'ai de temps dans ma vie? Quel temps je peux allouer à quoi? Et comment, de ce temps-là, je décide de mener une lutte qui est peut-être potentiellement déjà perdue d'avance, mais peut-être pas, en fait, et probablement pas, avec 3 personnes que j'ai rencontrées. C'est comme ça, en fait. Enfin, je veux dire, la résistance, ça passe par là. C'est pas juste... Sarah parle de l'anti-héroïsme. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un tissu qui résiste. C'est pas une personne. C'est Hollywood qui a inventé, genre, une personne qui résiste. Eh oui. You know, it's interesting because, I mean,
C'est vraiment intéressant parce que je parlais de ça récemment, la manière dont la culture peut saper la démocratie. Mais il y a la contre-culture aussi. Il y a eu toute une esthétique de la marge. Et lorsque l'on regarde ce qui se passe sur les campus américains, eh bien, il y a des étudiants et étudiantes qui se font virer et on leur retire leur diplôme parce qu'ils soutiennent la Palestine. Donc, ce que ça fait, c'est que ces gens sont aliénés de ces institutions de pouvoir et de hiérarchie. Je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est ça qui va créer les leaders de demain. Et nous aussi, on peut être le retour de bâton. J'ai envie de rebondir sur un truc très précis. Comment dire ça? C'est juste par rapport à la manière dont juste un exemple pour dire en fait ça se passe pas qu'aux États-Unis ce type de répression. Je veux dire, tout le monde l'a capté, mais quand même. C'est-à-dire que là, je sais que genre aux Beaux-Arts de Paris, par exemple, il y a un étudiant qui va passer genre en conseil de discipline parce qu'il a fait parce qu'il y a eu un drapeau palestinien qui a été dessiné en fait. Ou alors qu'ils ont fait une piñata avec une voiture de police. Et du coup, c'est genre, non, c'est pas possible, on peut pas faire ce genre d'art. Mais ça va pas la tête ou quoi? Non, mais je veux dire, en fait, là, on a envie de rire tellement c'est pathétique. Mais c'est ce qui se passe, en fait. Et c'est effectivement le fascisme en cours dans les écoles d'art. Enfin, je prends cet exemple parce qu'il est, pour moi, il a un côté un peu absurde et en même temps, il indique quand même la gravité de la situation, quoi, au niveau de la répression. Oui, ainsi que les descentes de flics dans les librairies. Ah, Violette & Co. Oui, voilà. Violette & Co, qui est la seule librairie lesbienne, enfin la seule, pardon, désolée, mais une des seules librairies lesbiennes de Paris, officiellement lesbienne de Paris, qui parce elles avaient un livre de coloriage dans la vitrine, ont une descente de flics qui sont venus saisir les cartons, etc. Enfin, je veux dire, c'est ça le niveau, en fait, de répression d'État en France, c'est ça. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Peut-être qu'il faut qu'on passe aux questions du public. Moi, je ne vous vois pas très bien. Oh, je crois qu'on a... Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions? Also, il y a des micros qui disagreements circulent. are welcome, right? Yes, of course. Je crois qu'il y a des micros qui circulent dans la salle. Je sais que c'est un peu impressionnant de prendre la parole, mais voilà. Enfin, c'est plus le dispositif qui est impressionnant, mais n'hésitez pas. Oui. Bonjour, une question en fait pour Mme Schumann. Je voudrais, en français, je suis désolée, est-ce que vous pouvez très succinctement en fait nous donner votre vision de l'évolution justement du militantisme de votre génération, sans vous vexer? Okay. So this is why I love my new mayor, Mamdani, in New York. Mais c'est ce que j'aime beaucoup chez Mamdani, notre nouveau maire à New York, parce que ça, c'est vraiment la vision. Les gens n'ont pas voté pour retourner au monde injuste qui existait avant Trump. Ils n'ont pas paniqué et ils n'ont pas voté pour le centre du Parti démocrate qui est très ennuyeux et très banal. Et ils ont voté pour le futur dans lequel ils et elles veulent vivre. Ils ont voté pour quelqu'un qui a dit que les gens allaient avoir accès à des crèches. Il a fait énormément de choses. En 10 jours, il a rendu les crèches gratuites. Il a interrompu les investissements new-yorkais à Israël. Il a offert des billets de théâtre et il a également construit des toilettes publiques. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit à ce que les gens veulent vraiment. Et dans un moment comme celui-là, c'est vraiment l'occasion de se poser la question, dans quel monde est-ce que je veux vivre finalement? Quelle société est-ce que je veux? Et c'est vers ça qu'il faut travailler. En termes de militantisme dans votre pays? Comment?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais née en 58. Non, I know. Je ne sais pas. On pense à l'avenir. Il y a une question là. Oui, bonsoir. Je vais parler en français. J'ai une question qui n'est pas évidente parce que le sujet tourne beaucoup autour de ce que vivent les minorités. Et donc, si on prend la question homosexuelle, on voit qu'Israël, par exemple, se glorifie de défendre les homosexuels alors que les barbares qui habitent à côté dans les pays frontaliers les tueraient. Je résume, mais je pense que c'est un peu la philosophie, malheureusement, de beaucoup de gens qui sont au pouvoir en Israël. Donc, comment on répond à ça? Première question. Deuxième question, autre cas de figure. C'est difficile, je ne dis pas que j'ai la réponse. Le Sénégal, pays qui a été victime de la colonisation, très longtemps, jusqu'à il y a peu, par la France, et qui a réussi, depuis on va dire récemment, à se libérer en partie de cette colonisation. Il y a toujours le franc CFA, etc., mais ils ont chassé les militaires français, il y a des bases, etc., ils ont remis en cause des accords, donc très bien. Ils ont pris la décision à l'Assemblée récemment, sénégalaise, de pénaliser l'homosexualité, non pas de 1 à 5 ans de prison, mais maintenant de 5 à 10 ans de prison. Donc, question simple, réponse, j'imagine, difficile, en tout cas pour moi elle l'est, c'est comment on arrive à être solidaire de la lutte anticoloniale, qui semble évidente, tout en dénonçant ce qui, dans un autre domaine, est une atteinte à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la solidarité entre les gens. No, I know what you're doing, man. Okay. Thank you. Yeah, you're doing the 2 + 2 = 5. Vous êtes en train de faire le truc 2 + 2 = 5. C'est ça que vous faites, j'ai bien compris. So let's start with Israel. Commençons par Israël. We have a concept called pinkwashing. On a un concept qu'on appelle le pinkwashing. Le pinkwashing, c'est quand les gens disent il y a une vie homo à Tel Aviv, et donc Israël est un pays progressiste, moderne. Et ainsi, ils masquent les crimes à l'encontre des Palestiniens. Ils utilisent les acquis d'un côté pour invisibiliser les crimes de guerre qu'ils commettent de l'autre. Mais nous, on est intelligents, on ne joue pas ce jeu-là. Et croyez-moi, moi, je viens d'une famille homophobe juive. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent, vous savez, ces gens sont des homophobes. Nous, les colons, on est tellement bien vis-à-vis des groupes queer. Maintenant, l'émergence de l'homophobie dont vous parlez est financée par des mouvements chrétiens de droite aux États-Unis qui envoient des gens partout dans le monde pour répandre la bonne nouvelle de l'homophobie. Et le fait que ce soit efficace, ce n'est pas très choquant. Mais il faut savoir quelles sont nos valeurs et ce en quoi on croit. On croit en l'autodétermination pour chacun. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on jette par la fenêtre parce que quelqu'un, quelque part, a une position anti-homosexuelle. C'est pas ça qui définit toute votre vision du monde. Vous savez, aux États-Unis, à l'heure actuelle, c'est le cas en Floride, ils ont pris chaque livre gay et les ont sortis des bibliothèques. Est-ce que je pense que la Floride devrait être bombardée à cause de cela? Non, il faut retourner en Floride et remettre les livres dans les bibliothèques. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a encore une question? Je vous vois. Ah, ok, là-bas. Oui. Merci beaucoup pour le micro. Bonjour et merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant. Et j'ai une question, c'est par rapport à la peur. J'ai l'impression qu'en ce moment,
tous ces mouvements fascistes et ces gouvernements et les médias sont dans un processus de vouloir faire peur. Parce qu'effectivement, comme disait avant Adèle Haenel, on est en train de se battre et il faut qu'ils se défendent. Ils nous attaquent. Mais une des attaques qu'ils ont trouvées, c'est d'essayer de répandre la peur. Et je pense qu'aujourd'hui, cette peur est dangereuse pour nos mouvements parce qu'un certain nombre de gens, je prends l'exemple suite aux attaques et au renversement entre fascisme et antifascisme qui a eu lieu en France suite à la mort de ce monsieur qui s'appelle Quentin, des gens ont peur de manifester. Et donc, quelle est pour vous l'importance de construire ces luttes collectives et comment combattre la peur qui commence à se répandre? Je pense que tout le monde... Enfin, déjà, il y a une réalité de la violence d'État, une réalité de la violence des fascistes et une réalité du fait que tous les corps ne sont pas aussi fragiles ni aussi soumis à la violence d'État et la violence des fascistes. Je pense qu'il faut l'avoir en tête. Parce que quand on parle de peur, c'est comme si on homogénéise, en fait. Mais les conséquences ne sont pas homogènes en fonction des différents corps et de leur signification politique. Voilà, c'était quand même une chose, je pense, qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, par exemple, en tant que... Je sais pas, je me dis, bah, il y a des... Après, ça peut se répondre, on peut répondre de plein de manières, mais en tant que technique de manifestation, on peut dire, bah, en fait, par exemple, si moi, je suis dans une situation où, en fait, de par ma couleur de peau, de par mon statut social, je suis moins fragile. Donc, en fait, je peux quand même me mettre plus devant. Et des personnes qui vont être, pour X raisons, minorisées ou fragilisées, peuvent se mettre derrière. En fait, c'est juste pour dire par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas une homogénéité de la peur, je pense. Et cette peur, elle est aussi logique, dans le sens où elle est aussi... c'est pas un produit qu'on sécrète tout seul. En fait, cette violence, elle est effective. Quand on voit la manière dont l'État français a géré la question... Enfin, parce que, pardon, j'ai parlé des Beaux-Arts, mais ça semble un épiphénomène par rapport au niveau de violence qui a été déployé en France contre les manifestations de soutien à la Palestine. C'est du délire, en fait. C'est du délire. Le niveau de violence policière, de violence judiciaire qui a été mis en œuvre, en fait, pour silencier. Donc, je veux dire, cette peur ne vient pas de nulle part. Et après, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est dans l'action elle-même. Si moi, je devais donner une réponse, j'ai l'impression que c'est dans l'action elle-même, dans l'action politique elle-même, qu'on apprend à gérer cette question de la peur. On va pas l'envoyer balader, c'est pas possible, en fait. Dans certaines situations, tu peux te sentir pousser des ailes et ça va te sembler plus lointain et des fois ça va revenir, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est dans l'action politique, en apprenant à désobéir, en se forçant à désobéir quotidiennement, en fait, qu'on s'éduque au courage, quoi. Moi, j'ai davantage peur de ce qui se passera si l'on ne fait rien. C'est la version rationnelle. Moi, si je peux ajouter quelque chose, en tout cas, c'est que cette question de la peur, je la vois très présente quand même dans le camp d'extrême droite. Je pense que quand on vote extrême droite, il y a une composante émotionnelle de peur et que je suis toujours très admiratif de voir à quel point mes adelphes queer, handicapés, qui, voilà, tout ça, quoi, n'ont pas peur et souvent... En tout cas, savent transformer cette peur en un tissu relationnel. Et face à la peur, j'ai l'impression qu'on essaye de faire communauté. Et c'est pour ça que l'État français parle de communautarisme, parce qu'il a très bien compris que faire communauté est dangereux. Donc voilà. Mais moi, je constate quand même, et en lisant les livres de Sarah qui parlent de la lutte pour les droits des personnes malades du sida, j'ai l'impression que les mouvements queer, en tout cas, la peur n'est pas forcément dans ce cas-là. Et aussi, un truc très important qu'Adèle a dit, c'est que il y a des façons aussi de nous donner du courage ensemble. Si on a un corps malade, handicapé, fragile, mais on veut quand même pouvoir participer, c'est intéressant de voir comment des corps peut-être moins exposés à la violence d'État
peuvent nous protéger et comment ces liens de vulnérabilité évoluent et changent en fonction des situations, parce que la vulnérabilité est aussi un état changeant. Et du coup, en tout cas, moi, j'ai bon espoir et je trouve que ce que vous dites sur la peur, voilà, moi, mon expérience, c'est que quand même la peur, des fois, elle est plus... Elle n'est pas forcément dans là où on devrait la voir. Voilà, moi, je trouve que tous mes adeptes sont très courageux et même s'il y a une peur existentielle, bien sûr. Voilà. Ouais, pardon, je me permets de surenchérir, mais effectivement, la peur peut-être n'est pas à l'opposé. Enfin, mais par contre, le fait de, comme a dit Sarah, en fait, en vrai, si on est rationnel, ce qui fait peur, c'est de rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, là, très court terme, on est quand même vraiment dans la merde, quoi. Mais en ce sens, je trouve que peut-être que plutôt que de lutter contre la peur à l'endroit de la peur, faut apprendre à se donner du courage et à canaliser sa rage, si on peut dire rage, c'est pas un bon terme, mais sa colère, son énergie en fait, sur des lignes d'efficace. Et en ce sens, je trouve que c'est intéressant aussi de toujours lever le voile du déni colonial, du déni blanc, du déni, en fait, tout simplement de toujours s'acharner à se renseigner, à s'informer en fait de la violence du système tel qu'il est, parce que je trouve que cette connaissance, comment dire, quand on n'a plus de voile déshumanisant qui nous permet de supporter l'injustice qui est infligée à tous les corps, en fait, ça devient difficile aussi de pas avoir le courage d'agir, je trouve. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps peut-être pour une dernière question? Il y a là-bas? Oui. Hi. Is it okay if I ask my question? Je vais poser ma question en anglais. Je voudrais réagir à ce que Kadel vient de dire, mais aussi ce que vous avez dit, Sarah, parce que je pense que c'est vous qui vous y connaissez le mieux là-dessus. Vous avez parlé des manifestations au Minnesota. Je me demandais quelle en était votre analyse. L'analyse d'une façon de penser de libéral blanc pour ce qui est de mettre son corps en danger, parce que pendant les manifestations à Washington, cette idée de mettre les blancs devant et les personnes racisées derrière, malgré le fait qu'il y ait eu 2 personnes de tuées, je me demandais, selon vous, quelles étaient les répercussions de tout cela? Quel était votre point de vue? Parce que vous avez beaucoup réfléchi à la question, j'imagine. Il y avait une femme qui portait un manteau rouge qui filmait la police qui a tué un de ces hommes, Alex Purdy. Elle a perdu la vie. Et c'est une femme blonde d'une trentaine d'années avec un nom scandinave comme beaucoup de gens au Minnesota. Et le reporter lui a demandé « Depuis quand est-ce que vous êtes militante ?» Et sa réponse est « 3 semaines ». Voilà ce qui se passe concrètement. Alors, il y avait une toute dernière question ici au premier rang. Ah, il y a 2 personnes. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais une question sur... en fait, là, on a beaucoup parlé des individus. Et puis, je voulais questionner le fait d'être... par exemple, là, on a une petite association, on défend des personnes en situation de précarité. Et puis, il y a la question de s'allier et de come out solidaire d'autres mouvements qui sont peut-être plus forts, et de se mettre en danger, notamment par rapport à des subventions, par rapport à des acquis qu'on a gagnés en fait en luttant. Et à quel moment est-ce qu'on fait un calcul là, on intensifie la lutte politique et on se radicalise. Ou est-ce qu'on à quel moment on met en danger les personnes qu'on défend? Excuse-moi, je suis pas sûre d'avoir saisi le point de ta question. Je suis désolée. C'est comment, en quelque sorte, faire ce sorte de calcul qui devient rationnel parce qu'on est en train de prendre soin d'autres personnes, qu'on représente en fait en quelque sorte un groupe, et que ça devient plus seulement
d'être juste un agent actif. Non, peut-être pas agent actif, mais... Et en fait, voilà, à quel moment est-ce qu'on met d'autres personnes en danger pour soi-même devenir radical? Je ne sais pas si je me suis un peu perdue. Si, j'ai compris, il y a une éthique là-dedans, en fait, une éthique de la prise de risque, tu veux dire? Dans le sens où, en fait, ce qu'on dit, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas... Excuse-moi, je schématise la situation, mais en gros, tu vas, en tant que personne, t'occuper de personnes qui vont être plus précarisées ou plus fragiles que toi, par exemple, et tu vas prendre un risque que toi, tu peux prendre, mais qu'en fait, tu fais prendre aux autres personnes également. C'est ça? Et tu me demandes la réponse de ça? Mais non, mais je sais pas quoi dire, en fait, dans le sens, bah non, faut pas, effectivement, si tu as la responsabilité d'autres personnes, j'ai envie de dire, faut le prendre comme critère, mais je pense que je t'ai mal répondu, je suis désolée. Peut-être que Sarah va dire un truc mieux. You have to say something, hein. Il faut répondre maintenant. She doesn't really get the question. But yeah, I'm sorry. I mean, pour moi non plus, j'ai pas très bien compris la question. Non, juste, bah ça, ce serait un move un peu héroïque, dans le sens où tu te dis ma pureté à moi, militante, compte plus que l'efficacité de la lutte. Et j'ai l'impression que ce que dit Sarah depuis le départ, excuse-moi, je réinterprète du coup ce que tu dis, mais ce que dit Sarah depuis le départ, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est l'efficience. Et que, en l'occurrence, c'est pas ta radicalité affichée à toi ou quoi. Excuse-moi de mal avoir compris. Je sais pas si mon micro marche. Ok. Il y avait une autre question. Ah voilà, c'est toi, ok, parce que je voyais pas très bien. Bonjour, désolé, je fais vite. C'est pour... Pardon. C'est une question un peu perso et dont Adèle, tu es plus concernée. Moi, j'ai envie d'être acteur. Enfin, je suis un peu acteur actuellement, mais de niveau assez bas. Et comme tu as dit avant, tu as un peu sacrifié ta carrière pour le militantisme. Et je voulais savoir ton opinion sur le fait de... Est-ce qu'il y a toujours une chance de se lancer dans ce milieu et de le faire de manière sainement ou... Ah, il marche plus. Non, le micro ne marche plus. Là, on s'est fait couper la parole. Ah, bonjour, t'as compris ma question ou pas? Ouais. J'ai compris ta question. Je voulais juste dire, moi, j'ai pas sacrifié ma carrière, en fait. J'ai fait un choix politique qui me rend plus fière de vivre. J'ai pas sacrifié un truc, en fait. J'ai payé un prix que j'étais prête à payer. Par ailleurs, je continue de faire de l'art, en fait, et d'un art qui a plus de sens, de mon point de vue, que les choses que j'ai pu faire précédemment. Donc, si tu me demandes s'il y a de l'espoir, mais grave, il y a de l'espoir. Et puis, je te souhaite le meilleur, surtout. Bonne chance. C'est gentil, merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête ici. Je ne sais pas si vous avez encore un mot à ajouter. Ça va? Moi, merci beaucoup, Sarah, pour la discussion. C'était très intéressant de t'écouter. Merci. Et merci pour le courage. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et bonne soirée.